Bonjour à tous, il me semble qu'on est en live, ça y est. Bienvenue à notre webinaire donc aujourd'hui qui sera présenté donc, par DocaPost et Mazao donc, sur la thématique « Comment réussir vos ventes B2B à distance jusqu'à la signature ». On va se présenter très rapidement un petit tour de table. Du coup, Florian, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, donc Florian Lacroix, moi je suis directeur commercial de Mazao, je vous parlerai de Mazao juste après. Et donc Frédéric Olivier, responsable commercial des souscription digitale et signature électronique. Et du coup, moi-même, Morgane Thuillier, donc chef de produit sur la partie signature électronique et la gamme RH chez DocaPost. Donc, on va vous présenter un petit sommaire très rapidement. Donc, aujourd'hui, notre intervention, elle va s'articuler autour des 4 points que vous voyez à l'écran. Donc, tout d'abord, le CRM pour faciliter la vente à distance. Ensuite, parce que c'est mieux de voir comment ça fonctionne. Closer vos ventes à distance avec la signature électronique de DocaPost. Et ensuite, on passera à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, le chat est ouvert. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du déroulé. Et on tâchera d'y répondre en fin de séance. Du coup, Florian, c'est à toi. Florian, si tu nous entends, il me semble qu'on ne t'entend pas. Il y a peut-être un problème de... Désolé, Là, je recommence. Donc oui, je disais, j'ai 2 slides, pas plus, promis, avant de partir sur la démonstration. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment qu'on se focalise sur cette démonstration. Je voulais juste réintroduire 2 points avant. Le premier, c'est de vous expliquer un petit peu qui est Mazao et pourquoi on se permet aujourd'hui de venir vous parler de relations clients, de CRM et de signature électronique. Eh bien, c'est parce que nous, on fait ça depuis la création de Mazao il y a plus de 15 ans maintenant. Et on a choisi de se spécialiser dès le début sur un seul métier, la relation client, et sur une seule technologie, qui est la solution CRM de Microsoft qu'on va vous présenter juste après. Donc on a fait environ 350 projets CRM pour l'instant, qu'on a tous livrés, qu'on a tous mis en production, et je touche évidemment du bois pour que ça continue comme ça. Donc on a une certaine expérience qu'on aimerait vous partager aujourd'hui via ces différentes slides et via la démonstration. L'exemple que je voulais prendre, c'est finalement quels usages pour un CRM. Et pour prendre cet exemple-là, je me suis finalement inspiré de ce que nous, on faisait en interne chez Mazao en termes de digitalisation de notre relation client. Donc, ce que je vous présente ici, finalement, c'est un cas très concret qui est l'usage de Mazao de son CRM. Mais j'espère que ça va vous parler et vous donner peut-être des idées sur les possibilités que ça peut aussi impliquer chez vous. Donc ici, on retrouve tout un processus de vente chez Mazao de A à Z, depuis la génération du lead initial jusqu'à la signature avec DocaPost évidemment. Et on voit que sur chaque étape de cette vente, je m'appuie sur mon CRM pour aller plus vite, pour gagner du temps et surtout pour travailler à distance, puisqu'on sait que maintenant avec le Covid, on est un peu forcé de faire tout ça à distance. Donc la première étape, génération de leads, évidemment là on s'appuie sur le CRM pour faire du marketing, de la gestion de campagne, et on s'appuie aussi sur LinkedIn qui a été racheté par Microsoft comme vous le savez, pour générer des prospects et des leads. Deuxième étape, une fois qu'on a trouvé des leads, c'est évidemment de prendre des rendez-vous. Donc là, on va s'appuyer sur Outlook et vous le verrez dans la démonstration pour très rapidement prendre des rendez-vous, ajouter des contacts, organiser des meetings. Troisième étape de nos ventes, c'est une démonstration, un peu comme aujourd'hui. Et là, on va aussi s'appuyer sur des solutions Microsoft pour faire notamment des webinars avec Teams par exemple ou avec d'autres solutions. Quatrième étape, la proposition commerciale, ça vous le verrez aussi dans la démonstration, on va être capable de générer des documents, des propositions commerciales, de collaborer autour de ces documents grâce à la suite Office, afin de fournir finalement une proposition de valeur. Avant-dernière étape, la négociation, et là on s'appuiera sur l'intelligence artificielle que fournit Dynamics pour nous aider à prendre les bonnes décisions et les bonnes actions au bon moment. Et puis la fin de l'histoire finalement avec DocaPost, puisqu'on va finalement envoyer ce document après négociation pour signature directement en ligne avec DocaPost et récupérer en plus cette signature dans le CRM pour pouvoir alerter en interne que notre document a bien été signé. Donc je propose de vraiment passer maintenant dans la partie démonstration live, ce qui va me permettre d'illustrer un petit peu tout ça et de vous donner un aperçu de
tout ce qu'on peut faire avec un CRM et surtout avec un CRM connecté à DocaPost pour la signature électronique. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer en interne que tout le monde voit bien mon écran et notamment Outlook? C'est bon. Parfait. Donc là, je vais me mettre dans la peau d'un commercial qui va faire une tâche très classique dans sa vie de tous les jours, qui est de traiter ses emails. Et on va voir comment, à partir de ça, on va dérouler ce fil de la vente de A à Z jusqu'à la signature finale. Donc là, dans mon exemple, je me connecte le matin. J'arrive sur ma boîte email, ça vous connaissez tous. Donc là, c'est Outlook, hein, ça pourrait être autre chose. Et je vois que j'ai reçu un email aujourd'hui d'un certain Eric Soldati qui me parle d'un nouvel appel d'offres. Donc c'est clairement une nouvelle opportunité pour moi. Il me demande à être recontacté. Et il ajoute visiblement en copie de cet email un certain Clément qui va être en charge de gérer ce dossier avec lui. Et donc c'est potentiellement un contact intéressant pour moi. Le problème, c'est que Eric, il n'a pas mis sa signature, je ne sais même plus qui c'est, donc c'est probablement quelqu'un que je connais, mais ma mémoire étant faible, je ne me rappelle plus de qui est Eric. Et là, juste avec Outlook, j'ai pas l'information pour bien lui répondre. Par contre, maintenant que j'ai Dynamics 365 CRM, je vais pouvoir aller consulter dans mon CRM directement la fiche de Eric si jamais je le connais déjà. Dans cet exemple, Eric est déjà connu, je le retrouve ici. Je vois qu'il est CEO chez Mazao. Je retrouve évidemment ses coordonnées, la société pour laquelle il travaille, et je retrouve même les différentes actions que j'ai eues avec lui par le passé. Je vois que j'ai déjà fait des rendez-vous, j'ai déjà répondu à des appels d'offres, j'ai déjà passé des coups de fil, etc. J'ai tout l'historique finalement avec Eric qui se retrouve ici. Donc ça c'est bien, j'y vois un peu plus clair sur qui est Eric. Par contre, je vois qu'en copie, il y a un certain Clément Bocheron, que je retrouve là. Lui, quand je clique sur sa petite fiche côté CRM, je vois que je ne le connais pas encore. C'est la première fois que Clément apparaît dans nos relations commerciales. Donc, sa fiche n'existe pas dans le CRM, mais je vais pouvoir la créer directement, ici, en quelques minutes. Automatiquement, il va me récupérer le prénom et le nom de Clément grâce à son email. J'ai juste à taper sa fonction. Il est par exemple le directeur des achats et il travaille pour la société Mazao. Donc, je peux utiliser ma recherche dans le CRM, retrouver la société Mazao et indiquer que Clément travaille pour Mazao. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre la nouvelle fiche. Et on voit que sa fiche apparaît désormais. Donc elle est très vide pour le moment, c'est normal, hein, j'ai très peu d'informations sur Clément. Je vois juste qu'il est directeur des achats chez Mazao. Mais à chaque fois que je vais avoir des nouveaux échanges avec lui, on va venir enrichir cette fiche au fur et à mesure de nos interactions. Et là, encore une fois, ce n'est pas un contact que j'ai créé dans Outlook, c'est bien un contact que j'ai créé dans le CRM. Ce qui fait que tous mes collègues, ceux en tout cas qui ont les droits d'utilisation du CRM, verront aussi cette nouvelle fiche à chaque fois que Clément va leur écrire. Donc ça permet vraiment de collaborer autour de cette nouvelle fiche-là. Ok, donc là, j'ai vu en quelques secondes qui était Eric. J'ai créé en quelques secondes également la nouvelle fiche de Clément. Là, visiblement, Eric me parle d'un nouvel appel d'offres. Donc, c'est clairement une nouvelle opportunité pour moi. Donc, je vais aussi pouvoir créer depuis Outlook une nouvelle opportunité. Donc, je peux cliquer ici sur le petit plus. Je peux créer, on voit, des sociétés, des comptes, des contacts. Mais moi, ce que je veux, c'est une opportunité. Et donc, je vais venir saisir en quelques mots cette opportunité. Donc, c'est un nouvel appel d'offres. Le décideur, c'est un certain Eric Soldati. Il travaille pour Mazao. Le montant que j'estime, 50 000 € par exemple. Et puis la date à laquelle je pense que Eric va se décider, on va mettre le 31 décembre. Donc là, l'objectif, c'est que ça aille vite. Il ne faut pas que ça prenne 15 minutes au commercial de créer une nouvelle opportunité. On verra tout à l'heure comment on va traiter cette opportunité ensuite dans le détail. Mais là, l'objectif, c'est que ça aille vite et que je crée en 2 clics une nouvelle opportunité. Et on la traitera tout à l'heure en détail. Ok, donc là, je viens de créer cette nouvelle opportunité. Et pour finir mon travail côté email, je vais peut-être décider d'archiver cet email qui est important puisque c'est le premier email de prise de contact sur mon opportunité. Je vais vouloir l'archiver dans le CRM. Donc, je vais pouvoir dire ici que cet email, il concerne le nouvel appel d'offres qu'on vient de créer. Et donc, en faisant ça, je vais archiver mon email dans le CRM. Et cet email sera du coup visible sur la fiche de l'opportunité, sur la fiche de Eric et sur la fiche de Mazao. J'aurais pu supprimer cet email côté Outlook, il restera archivé dans le CRM et visible par tous ceux qui ont le droit de voir l'opportunité en question. Donc ça me permet de garder les emails importants. On aurait pu automatiquement archiver tous les emails, mais nous on ne le recommande pas parce qu'on préfère laisser la main au commercial pour qu'il puisse lui-même choisir les emails qui sont importants ou non.
Ok, donc là, j'ai créé la fiche, j'ai créé la fiche de Clément, j'ai consulté la fiche d'Eric, j'ai créé une nouvelle opportunité. Bah, la dernière chose que je vais faire, c'est évidemment de répondre à Eric pour le remercier de cette prise de contact. Donc pour faire ça, je fais répondre à tous. Ça, vous connaissez tous. Par contre, ce qui va être nouveau, c'est que je vais continuer à utiliser mon CRM pour faire des réponses plus simples, plus rapidement. C'est-à-dire qu'ici, je vais utiliser donc un modèle de réponse plutôt que de retaper toujours le même email. Et je vais avoir accès à ma bibliothèque ici de modèles de réponse. Donc là, je vois que j'ai 5 modèles de réponse potentiels. Je vais utiliser le premier ici et je vais décider de l'ajouter dans ma réponse. Et il va venir en fait populer finalement mon email, voilà, avec des éléments qu'il a récupérés du CRM. Donc là, c'est très simple, le prénom et le nom, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre donnée du CRM. Il peut ajouter évidemment des images, des pièces jointes, etc. Donc ça a 2 intérêts pour le commercial. Déjà, lui, il va beaucoup plus vite pour traiter ses emails, parce qu'au moins on lui formalise ses réponses. Et puis d'un point de vue plus entreprise, vous allez pouvoir au moins uniformiser votre manière de communiquer avec l'extérieur et avec les prospects et les clients. Donc cet email, je vais l'envoyer en réponse à Eric. Et cet email, on aurait pu évidemment l'archiver également dans le CRM si c'était nécessaire. Donc là, j'ai fini la première partie de ma matinée. J'ai traité mes emails, j'ai créé une nouvelle opportunité. On va voir maintenant comment je peux traiter cette opportunité jusqu'à la signature. Donc pour faire ça, je vais me connecter cette fois-ci à mon CRM complet. Là, ce que vous voyez jusqu'ici, c'était une version simplifiée du CRM pour un usage dans Outlook. Mais quand je suis en train de vraiment travailler mes opportunités, j'ai besoin de mon CRM complet. C'est ce que je vois ici dans mon navigateur. Donc là, je me suis connecté à mon CRM. J'ai accès à mon tableau de bord. Alors, c'est des exemples de tableau de bord. Vous ferez les vôtres, évidemment, selon vos besoins. Dans cet exemple, je vais retrouver la liste de toutes mes opportunités. Je vais retrouver mon pipeline des ventes, mes meilleurs clients et tout un tas de tableaux de bord et de KPI intéressants pour mon activité. Si jamais je veux traiter l'opportunité qu'on vient de créer, bah, soit j'aurais pu cliquer directement ici pour récupérer l'opportunité. On voit qu'elle est apparue dans mon tableau de bord. Mais moi, pour vous illustrer un petit peu les possibilités du CRM, je vais plutôt passer par un chemin un peu détourné qui va me permettre d'utiliser plutôt la recherche. Donc, par exemple, pour retrouver l'opportunité, moi, je ne me rappelle que du prénom de mon prospect. C'est un certain Eric. Donc là, je peux taper dans ma recherche un mot-clé et on voit qu'il va me retrouver tout ce qui ressemble de près ou de loin au mot-clé. Donc évidemment, il me retrouve les 2 contacts, Eric Soldati, donc ça c'est mon prospect, c'est celui que je cherchais, un certain Eric Le Rouge. Et puis on voit qu'il fait aussi de l'analyse des choses qui sont proches. Donc là, il me propose aussi Pernod Ricard, parce qu'il y a 3 lettres en commun avec ce que j'ai tapé. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de zoomer sur Eric Soldati pour retrouver l'opportunité en question et pouvoir la traiter. Donc je vais zoomer sur la fiche d'Eric, et là, je vais tomber sur la vision 360 de Eric Soldati. Donc je vais retrouver sur la gauche des éléments assez classiques de qualification. Alors attention à tout ce que je montre ici, c'est vraiment un exemple d'usage. Les champs que vous voyez là, c'est à vous de décider des champs qui sont nécessaires pour vous, évidemment. Vous aurez vraiment la main sur tout ça. Donc dans mon exemple, moi j'ai un certain nombre de champs de coordonnées et de qualifications. Et au centre, je vais retrouver l'élément qui est selon moi le plus important, qui est la chronologie. C'est-à-dire qu'ici, vous allez retrouver tout l'historique de tout ce qui s'est passé avec Eric depuis qu'on le connaît. Et là, dans mon exemple, je retrouve par exemple l'email qu'on vient d'archiver ou qu'on vient de lui envoyer, ainsi que l'email ici qu'il nous a envoyé concernant l'appel d'offres. Donc j'ai retrouvé ici tous les échanges, que ce soit email, téléphonique, les rendez-vous, les tâches que j'ai fait en interne, etc., etc. Vous retrouvez tout dans cette chronologie. Enfin, sur la droite, bah, je retrouve sa société. Je vois qu'il travaille pour Mazao. J'ai un petit résumé de la fiche, mais on va zoomer dessus juste après. Et pour finir, on a la notion d'assistant. C'est une sorte d'intelligence artificielle, une introduction, on va dire, à l'intelligence artificielle plutôt, qui va vous pousser des actions, qui va pousser des actions commerciales. Charge à lui ensuite de choisir de les faire ou non. Dans cet exemple, il me dit: «Tiens, tu as une réunion bientôt avec Eric, est-ce que ça t'intéresse de la préparer?» Donc là, j'ai pris de l'information sur qui est Eric Soldati, c'est très bien. Avant de traiter l'opportunité, je vais peut-être prendre de l'information sur Mazao maintenant, sur la société de Eric. Donc je vais pouvoir zoomer ici sur la fiche de Mazao et je vais retrouver un peu le même principe qu'avant. Une fiche Vision 360 de la société Mazao, avec sur la gauche des éléments de coordonnées de qualification, et au centre, encore une fois, la chronologie. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une chronologie qui est centrée sur Eric, mais c'est une chronologie qui prend tous les contacts qu'on a chez Mazao, donc Eric et tous les autres. Donc ça me permet d'avoir une vision unifiée, globalisée de toutes mes interactions avec toutes les personnes que je connais au sein de Mazao. Et donc là aussi, je retrouve évidemment les emails, puisque Eric fait partie de Mazao.
Comme tout à l'heure, un petit assistant qui me dit: «Tiens, attention, tu n'as pas d'activité sur l'opportunité Nouvelle AO, et tu n'as pas non plus d'activité sur l'opportunité Mazao appel d'offres». Donc ça, c'est peut-être un problème, ça vaut peut-être le coup de faire quelque chose. Ça veut dire que sur ces opportunités-là, tu n'as ni appel téléphonique, ni email de prévu, tu n'as rien de prévu. Donc il faut peut-être, faire quelque chose. Donc là, ce qu'on voit, c'est la vision 360 de Mazao, mais on voit ici que j'ai d'autres onglets qui me permettent d'aller un peu plus loin dans, mon analyse de Mazao. Je vais notamment pouvoir tomber sur l'onglet Business et retrouver ici la liste de tous les appels de toutes les opportunités, pardon, que j'ai avec Mazao. Et je retrouve notamment l'appel d'offres Mazao qui va nous intéresser et qu'on va pouvoir traiter maintenant. Et donc là, je tombe enfin sur l'opportunité que je cherchais depuis tout à l'heure, qui va me permettre de suivre de bout en bout mon processus de vente. Et mon processus de vente, on le voit ici, il est en 4 étapes dans cet exemple. Une étape de qualification, une étape de rédaction de proposition, une étape de négociation, une étape de fermeture. Et on va voir que dans chaque étape, je dois faire un certain nombre de choses avant de passer à l'étape d'après. Et une fois que j'ai tout fait, donc dans mon exemple, je dois identifier le décideur, ça c'est fait, je dois identifier la société, ça c'est fait, le délai, le montant, etc., etc. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir passer à l'étape d'après, où on va m'indiquer des nouvelles actions à faire pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, il me manque d'identifier les contacts. Moi, je vais dire que c'est bon, c'est fait. Et je vais pouvoir passer à l'étape d'après, etc., etc. L'objectif ici n'est pas de fliquer le commercial, mais plutôt de lui donner une guideline, un rappel des bonnes pratiques en fonction des étapes de sa vente. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est préparer une proposition commerciale, évidemment. Et une fois que ma proposition commerciale va être prête, je vais aller l'envoyer. Je vais la stocker en fait ici dans ma vue documentaire associée. Et une fois que ça c'est fait, bah, je vais décider de l'envoyer pour signature à mon contact Eric Soldati. Pour faire ça, je vais juste simplement cliquer ici sur envoi des documents et en fait, il va récupérer la proposition commerciale que j'ai ajoutée à mon opportunité et il va la transformer en PDF, puis l'envoyer à DocaPost pour demander une signature électronique à mon client. Et une fois que j'ai fait ce travail-là, mon client va recevoir dans sa boîte mail une proposition de signature. Donc on voit ici qu'il a reçu en fait un document. Alors on a fait très simple hein, sur l'email. On voit que mon client a reçu une proposition de signature sur un document qu'on retrouve en pièce jointe. Donc ça, c'est ma proposition commerciale. Et si la proposition lui convient, il va pouvoir la signer directement en cliquant sur ce petit lien. Donc là, on lui dit, bon, bah, bienvenue, vous pouvez maintenant signer les documents grâce à DocaPost. Merci. Donc là, je retrouve le document de proposition commerciale et je vais pouvoir décider de signer ou de refuser la proposition. Si jamais je décide de signer, je valide que j'ai bien lu les documents et que j'accepte toutes les conditions. Et une fois que j'ai fait ça, il me redemande mon email pour m'envoyer un code de signature, c'est-à-dire quelque chose qui prouve que je suis bien Eric Soldati. Donc je vais demander à recevoir mon code de signature. On va le recevoir par email dans les quelques secondes qui suivent. Voilà. Je récupère mon code de signature dans mon email. Je l'indique ici et je signe. Donc là, DocaPost automatiquement récupère ces éléments-là, mais on peut aller un petit peu plus loin, c'est que DocaPost va être capable ensuite de nous prévenir dans Dynamics que le contrat a bien été signé. Donc ça va se retrouver dans l'opportunité. Je vais aller dans la vue de mes documents en cours de signature. Je retrouve ici, donc j'ai un document en cours de signature, et si je zoome à l'intérieur, on va voir qu'il va, il va récupérer la signature, le contrat signé, et il va automatiquement modifier le statut de mon document. Donc là, ça veut dire que sans faire d'action manuelle, j'ai été capable de savoir que ma proposition commerciale a bien été signée. Je l'ai automatiquement récupérée dans le CRM et du coup, je peux prévenir le commercial que sa proposition a été signée. Je peux même éventuellement clôturer l'opportunité automatiquement puisque finalement, il a pu gérer de bout en bout son cycle de vente. Je m'arrête là pour cette démonstration. C'était une version évidemment très rapide, très introductive, mais j'espère que ça vous a quand même permis d'avoir un premier aperçu de ce qu'on est capable de faire avec Dynamics et DocaPost. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, j'y répondrai pendant la suite de la présentation. Merci à tous. Et je vous repasse la main, messieurs, côté DocaPost, mesdames, messieurs plutôt. Merci Florian. On va peut-être enchaîner. Il y a 2 questions en rapport avec la démo que tu. Oui, avec plaisir. Du coup, une première question, faut-il définir des critères pour considérer qu'un lead est sérieux et intéressant? Alors ça, c'est une question très métier, ça va dépendre de chaque client. Effectivement, nous, par exemple, chez Mazao, un lead sérieux, c'est en fonction
du montant, en fonction de la date, c'est-à-dire qu'un lead dans 4 ans, bon, ça nous intéresse, mais pas forcément autant qu'un lead dans 6 mois. Et puis, on a aussi ajouté une notion de probabilité, c'est-à-dire quelle est la chance que finalement on gagne ce lead? Est-ce que c'est 1%, auquel cas on va peut-être pas trop investir du temps, ou est-ce qu'on a 90% de chances de gagner parce qu'on connaît le client, et cetera. Donc oui, il faut mettre ce genre de choses en place. Par contre, c'est très variable d'un client à l'autre. Et c'est pour ça que ce CRM est fait pour être paramétré. En sortie de boîte, il y a tout un tas de choses très standards, mais il faudra ajouter votre patte métier, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, une autre question de la même personne, vos recommandations pour sortir une opportunité du tableau de bord? Pour sortir une opportunité du tableau de bord, alors j'avoue que je ne suis pas sûr de comprendre la question. Je veux bien un peu de précision, sauf si vous l'avez compris, mais Si vous pouvez peut-être préciser dans le chat un peu plus, peut-être, enfin moi de ce que je comprends, peut-être la mettre plus en avant dans un tableau de bord, je sais pas. alors là, dans le tableau de bord, ce qu'on a choisi d'afficher, c'est toutes les opportunités. Mais on pourrait choisir effectivement d'avoir des vues beaucoup plus filtrées, d'avoir uniquement les opportunités qui sont à plus de 90% d'avancement, par exemple. Et donc de cette manière-là, on pourrait mettre en avant certaines opportunités plutôt que d'autres. Il y a une précision si le lead est dormant, donc peut-être mettre en avant des leads peut-être à après, j'imagine que ça dépend des critères. Oui, voilà. Alors là, par exemple, dans cet exemple qu'on voit ici, mes opportunités et mes leads sont répartis en 4 statuts, mais je pourrais très bien me concentrer moi uniquement sur les opportunités qui sont plutôt en phase de signature pour ne pas m'occuper des leads dormants. Et je vois que je peux filtrer directement ici. Et là, je n'ai que les opportunités qui sont en statut avancé. À l'inverse, si je voulais me focaliser sur les opportunités plutôt dormantes, bah, je prendrais plutôt le bas de mon pipeline et j'aurais ici uniquement les opportunités dormantes. C'est un exemple de réponse, hein, mais il y a plein de manières de répondre à ça. Merci Florian. C'est les Plaisir. 2 questions qu'on avait jusqu'ici. Donc, on va pouvoir, si tu peux couper le partage d'écran. Voilà, et je vais reprendre du coup. On va reprendre à la dernière page diffusée. Voilà. Donc, on va vous présenter maintenant donc très rapidement DocaPost. Donc DocaPost aujourd'hui, pour vous resituer un peu, donc c'est la filiale numérique du groupe La Poste. Donc on s'inscrit aujourd'hui dans un écosystème assez important et on a pour principale mission d'accélérer la transformation numérique des entreprises et également du groupe La Poste, le tout en gardant le mot qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire la confiance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment sur la partie signature électronique, on vous propose des solutions qui respectent déjà premièrement le cadre réglementaire et qui en plus s'inscrivent dans des processus, on va dire, sécurisés et à l'état de l'art pour des process fiables de bout en bout. Et donc, par rapport à ça, on s'inscrit dans une démarche, donc comme on l'a mis là sur la durée, puisqu'aujourd'hui, la mise en place d'une transformation, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on va venir, on travaille en collaboration avec nos clients pour pouvoir donc imaginer, concevoir et opérer les services de demain donc, qui serviront à votre transformation interne, donc interne voire externe, puisque là, on l'a bien vu, on va être sur de la dématérialisation de processus de signature de documents à visée commerciale, mais on pourrait très bien aussi imaginer de la signature électronique dans le cadre des contrats fournisseurs ou même dans le cadre des RH à l'interne. Maintenant, si on fait un petit focus sur la partie signature électronique en tant que telle, Fred, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus au niveau du concept ? Le concept de signature électronique, en fait, il a pour but de faciliter les échanges, mais ça on l'a vu, on y reviendra un petit peu plus tard. Signature lui-même a pour vocation à faciliter les échanges à distance par un procédé de certificat qui va identifier une personne morale ou une personne physique qui va devoir signer. Donc ça, c'est les mêmes attendus que dans le cas de la signature manuscrite. De garantir son intégrité, donc là, on va prendre une empreinte du document qui sera signé pour justement pouvoir la rejouer le cas échéant et bien voir que c'est le même document. Et faire en sorte qu'en fait qu'il n'y ait pas de répudiation
et qu'on conserve bien l'authenticité du document. Donc, en résumé, une signature électronique, on doit pouvoir prouver qu'elle est propre au signataire. Elle est créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif. Donc là, vous l'avez vu dans l'exemple, c'est bien le destinataire qui a visualisé le document, qui a exprimé son consentement par la case à cocher et qui a reçu le code PIN ou OTP, One Time Password, sur son téléphone portable pour activer l'enclenchement, on va dire, de son certificat le représentant dans le document final. Et tout ça permet de garantir un lien avec l'acte, puisque le job et l'attendu, on va dire, d'un prestataire de confiance tel que DocaPost, c'est avant tout d'alimenter un fichier de preuve pour rendre opposable devant une quelconque juridiction tous ces éléments-là. Donc, grosso modo, pour compléter, tout le cheminement que vient d'expliquer Frédéric, c'est consigné dans un fichier, donc tout le séquencement, et c'est ce fichier-là, par exemple, en cas de litige, qui va être produit auprès de la justice pour pouvoir, tout à fait. Bien regarder qui a fait quoi, et donc tout ça, c'est tracé, horodaté, etc. Justement, comme on l'a dit, la signature électronique, elle va répondre à un certain nombre de réglementations, d'articles et de normes. Fred, aujourd'hui, les deux piliers qui encadrent la signature électronique? Le plus récent, c'est le règlement eIDAS, mais avec, on va dire, on a été un petit peu précurseur en France depuis le 13 mars 2000. Donc, l'équivalent signature manuscrit, signature électronique est inscrit dans notre code civil. Et nous avons, DocaPost a participé activement à la rédaction, on va dire, de ce règlement eIDAS. Donc, règlement, ce qui veut dire que ça s'impose à tous les États membres. Au contraire, on va dire, d'une directive où chaque État membre le transpose librement, on va dire, dans son droit local. Et le règlement eIDAS définit, on va dire, en grande ligne, les 3 niveaux de signature. Donc, qualifié, avancé et simple. Donc, qualifié, avancé, le dénominateur commun là-dessus, c'est toute la notion de vérification d'identité qui va être fait en face à face ou à distance. Pour un procédé de signature qualifiée, c'est ce que vous utilisez déjà peut-être, hein, c'est un petit token, une clé USB qui embarque un certificat. Et un certificat, c'est votre identité, on va dire, de manière digitale. Pour avoir ce token-là, il faut se tourner vers une autorité de certification qui doit être référencée, donc qui doit être sur les trust lists, aussi bien eIDAS que ANSSI pour les acteurs qui opèrent sur le territoire français. Cette autorité de certification va réaliser tout un tas de contrôles, on va dire, de pièces justificatives, justifiant votre identité, et va fabriquer, on va dire, le support, et a l'obligation de le remettre en main propre en ayant réalisé au préalable un nouveau contrôle d'identité en face à face. Ensuite, il y a la signature avancée où là, on va utiliser la notion de vérification d'identité, mais elle peut se faire à distance cette fois-ci. Donc là, nous, chez DocaPost, on met en avant en ce moment, on va dire, un procédé de reconnaissance faciale. On va prendre la pièce d'identité, on va prendre les caractères biométriques, différents champs de la pièce, d'identité, et on va les comparer avec ce qu'on voit, donc un selfie qui est pris, ou alors on peut aller jusqu'à une preuve de vie où il y a un ovale qui va apparaître sur votre écran et on va vous demander, on va dire, de fixer un point, tourner la tête, cligner des yeux, et tout ça, pour faire le lien avec le slide précédent, ça va être enregistré dans le fichier de preuve. On a également, au niveau de la signature avancée, on peut utiliser l'identité numérique de la Poste. Et ça, je pense qu'on pourra en parler lors d'un prochain webinaire. Et ensuite, il y a les signatures simples, où là, tous les autres procédés de signature électronique, on va dire, sont autorisés. Le procédé que vous avez vu dans la démonstration de Florian, c'est un procédé de signature simple, par exemple. Toujours, n'hésitez pas, si vous avez des questions de manière plus précise sur la signature électronique, donc que ce soit sur le concept ou sur la réglementation, surtout, n'hésitez pas. En termes de besoins et problématiques, donc aujourd'hui, la signature électronique, encore plus de par la période qu'on vit depuis le mois de mars, donc s'est imposé comme un outil vraiment essentiel dans la continuité de service et d'activité des entreprises, donc que ce soit en France ou dans le reste du monde, donc depuis le printemps. Donc aujourd'hui, on va dire que on a noté, nous, 4 besoins avec en dessous, en fil rouge, les 4 autres points que vous pouvez voir. Donc, dans un premier temps, fluidifier le parcours client. Donc là, l'idée, notamment sur les aspects un peu B2C,
ça va être de proposer une expérience à son client final qui est beaucoup plus fluide et simple, notamment dans les process de contractualisation. Donc, à ce niveau-là, on peut par exemple parler d'entreprises comme des mutuelles ou des assurances qui vont proposer, donc soit en agence en face à face, soit parfois directement depuis leur site web, ou même des banques, de pouvoir souscrire à un contrat directement en ligne. Donc là, on va être par contre sur un parcours de souscription un peu plus poussé, où la signature électronique n'est qu'une composante, puisqu'on va pouvoir, comme le disait Frédéric juste avant, par exemple, demander aussi l'ajout de pièces justificatives, donc une carte d'identité, un justificatif de domicile, pour pouvoir un processus complet. Par rapport à ça, également sur la fluidification du parcours client, chez DocaPost, on y répond aussi grâce à nos experts en web design et en ergonomie, donc pour pouvoir proposer des parcours qui sont très simples à comprendre et très faciles à prendre en main, que ce soit pour les personnes qui vont créer le parcours de signature et pour celles qui vont le vivre, entre guillemets, en tant que client final. Ensuite, on a l'aspect optimisation du temps et des ressources. Vous l'avez vu dans la démo, par exemple, Florian a pu traiter la signature d'un contrat en l'espace de quelques minutes. Donc, on va venir s'affranchir de tout ce qui est impression, mis-soupli, les délais postaux, l'affranchissement, etc., les navettes potentiellement qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc là, pareil, la signature électronique, vous venez de le voir, ça peut accélérer. Et donc, du coup, je vais passer au troisième point. Non seulement donc, la transmission des documents et du coup, potentiellement, le taux de transformation, puisque en réduisant les délais de signature, si vous avez un lead et un prospect, une opportunité chaude, entre guillemets, vous allez pouvoir closer beaucoup plus rapidement et pouvoir soumettre à signature le document quasiment de manière instantanée et du coup, de pouvoir capitaliser sur ce temps fort pour pouvoir signer. Ces deux aspects-là ont été bien mis en avant dans la démonstration qu'a réalisée Florian, puisque l'optimisation aussi bien des ressources, mais de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire en termes de conduite du changement, l'utilisateur, donc le commercial qui est sur son CRM, n'a pas à sortir de son environnement, tout est intégré. Donc là, vous allez avoir une adhésion, on va dire, au changement beaucoup plus forte. Et ensuite, accélérer le taux de transformation, le commercial a gagné en réactivité, puisque tout est dans le CRM, il a plus qu'à cliquer sur quelques boutons et le prospect a reçu, on va dire, de manière instantanée, on va dire, le contrat. Donc, il y a un raccourcissement aussi du cycle de vente et qui peut être très intéressant dans les périodes, on va dire, qu'on connaît pour maintenir de l'activité. Et du coup, en relation également avec ça, la recherche de la mobilité, donc la notion de mobilité, de dire aussi que je peux closer n'importe où, bon, là en l'occurrence avec une connexion Internet, mais on va s'affranchir, on va dire, des besoins d'équipement pour pouvoir traiter l'aspect, encore une fois, l'aspect papier, l'envoi, l'affranchissement, etc. Là, typiquement, un commercial qui se trouve chez lui va être en capacité de pouvoir envoyer ses contrats signés directement sans avoir à repasser au bureau. D'ailleurs, tu parlais de mobilité, juste petite précision, j'ai pas eu le temps de le montrer dans la démonstration, mais on peut effectivement faire tout ce que j'ai montré tout à l'heure sur un téléphone ou une tablette, y compris déclencher les signatures électroniques. Tout à fait. Et donc, en fil rouge juste en dessous, donc 4 notions qui nous semblent essentielles en tant que tiers de confiance et prestataire de gestion de la preuve, etc. Donc, tout d'abord, la signature électronique, c'est très bien, c'est un outil fabuleux pour les différentes raisons qu'on vient de citer. Mais en fil rouge, il faut garder à l'esprit que, comme on vient de le dire, c'est encadré par des réglementations, donc notamment la réglementation EIDAS dont on vient de parler. Donc, d'avoir des solutions et un prestataire qui sont conformes à ce cadre-là. Également, la notion de savoir-faire et d'expertise, puisque aujourd'hui, donc, la signature électronique, c'est 2 mots qui sont extrêmement simples, mais derrière, ça nécessite quand même la collaboration d'un certain nombre d'acteurs, donc qui ne sont pas nécessairement visibles pour vous ou pour votre client final, mais on va dire que cette fusion des parties prenantes fait qu'à la fin, on a une solution, une signature électronique à l'état de l'art, et pour aller jusqu'au dernier point, qui est sécurisée, puisque l'objectif derrière, comme l'a dit Frédéric au début, c'est qu'on soit sur des transactions
qui soit entre guillemets fiable et sécurisé, et que derrière, les signataires ne puissent pas dire non, ce n'est pas moi qui ai signé ce document-là, et qui du coup remettent en cause le contrat et les termes qui sont énoncés dedans. Donc toujours, hein, si vous avez des questions ou vous souhaitez préciser des choses, n'hésitez pas, le chat est ouvert. En conclusion sur cette partie-là, on vous a noté 6 avantages que nous, on voit par rapport à la démo que vous a faite Florian tout à l'heure, et du coup le connecteur DocaPost dans Dynamics. Pardon. Donc déjà, le premier point, vous bénéficiez de la technologie DocaPost. Du coup, Fred, peut-être faire un petit historique de DocaPost sur la signature. L'offre de signature électronique chez DocaPost existe depuis une dizaine d'années. Et sur 2019, on a réalisé plus de 8 millions de transactions donc sur l'année, et on constate un taux de croissance d'environ, on va dire, 30%. Voilà ce que je peux dire. Tu voulais rajouter autre chose sur sur la partie techno, voilà, effectivement, donc on va dire une robustesse depuis maintenant un peu plus de 10 ans, et on équipe aujourd'hui un peu plus de 1600 comptes clients, à peu près par an. Donc voilà, aujourd'hui la technologie elle est éprouvée. Tu l'as dit tout à l'heure, Fred, l'intégration native dans Dynamics, on l'a très bien vu avec la démo de Florian. Voilà, je suis dans mon environnement, j'ai pas à ressortir, etc. Donc ça nous amène sur le troisième point, donc le parcours automatisé depuis votre CRM, ce qui est quand même extrêmement, et en tant que commercial, je pense que tu pourras qu'approuver. Je ne peux qu'adhérer. ce qui est extrêmement plaisant de pouvoir tout gérer sur un point centralisé, et que du coup, on ait une mise à jour de toutes les infos qui soient faites en même temps. On l'a dit, la partie réduction des délais de signature, le parcours sécurisé. Hop. Le parcours sécurisé, donc on va dire que c'est une promesse pour vous, mais également pour vos parties prenantes, puisque vous-même, vous allez proposer à vos clients de signer les documents de manière plus rapidement, etc. Et le tout donc, dans une sorte de... Je vais imaginer ça sous forme de bulle complètement sécurisée. Et donc, du coup, ça renforce aussi le lien de confiance qu'on peut avoir. Et derrière, l'archivage automatique des contrats, où du coup, on va aussi s'affranchir d'un certain nombre d'équipements, on va dire, physiques. Et donc là, on est sur un archivage à vocation probatoire, donc dans des systèmes d'archivage électronique, pareil, qui sont normés, certifiés, audités. Tout à fait. Il y a une réglementation aussi autour de cette pratique-là archivistique, hein, et bien sûr, DocaPost, on se doit d'être à l'état de l'art. Donc, pour reprendre l'avantage, on va dire, il y a DocaPost, il y a l'usage DocaPost, et on a notre propre autorité de certification. Nous sommes prestataires de confiance, et nous sommes tiers archiveurs. Donc, on répond, on va dire, à tous les attendus pour un procédé, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sous-traitance. Alors, on a... Non, pas de question. Pas de question. Ah si. Quels sont... partenaires principaux sur la chaîne de signature électronique, ou d'une manière générale? Puisque du coup, sur la partie signature électronique, comme vient de le dire Frédéric, on est DocaPost et autorité de certification via sa filiale Certinomis, est également du coup tiers de confiance, donc là pour l'aspect vraiment signature électronique, avec tout ce qui est prestataire, gestion de la preuve, etc. Et DocaPost est également tiers archiveur, donc via 2 de ses filiales internes, donc DocaPost, DPS et Archineo pour ne pas les citer. Donc en fait, sur toute la chaîne de bout en bout, c'est DocaPost. En fait, toute la techno de bout en bout, c'est du 100% DocaPost. C'est pensé, développé, opéré par DocaPost. Exactement. Est-ce que ça répond à votre question, ou c'était vous aviez des partenaires? C'était pas une question. Donc après, oui. Merci pour votre pas parfait. Voilà. Il semblerait qu'on ait bien répondu. Est-ce que la fonctionnalité de DocaPost est en standard dans le CRM Dynamics? Ça, à mon avis, Florian, c'est... Alors oui, puisqu'on a pu créer conjointement avec DocaPost un connecteur
dont on parlait juste avant. Ce qui fait que grâce à ce connecteur, on est capable de faire la même chose que ce que je vous montrais tout à l'heure, sans qu'il y ait besoin de faire du dev ou d'autres choses. Il y a juste à déployer ce connecteur sur votre environnement Dynamics. D'ailleurs, ce connecteur est disponible sur le store Microsoft. Donc si jamais vous souhaitez, si jamais vous avez déjà Dynamics et que vous souhaitez aller un peu plus loin sur le sujet, n'hésitez pas à aller sur le store Microsoft et vous tapez Docapost et vous trouverez ce connecteur en version de test, mais après vous pouvez nous contacter pour aller plus loin. Donc oui, c'est disponible. Merci Florian. La présentation en elle-même, du coup, est terminée. Du coup, on a encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est maintenant. Alors, nous avons une question. Est-il possible de mettre en place un système avec plusieurs niveaux de signature? Donc oui, tout à fait. Ça, c'est simplement, on va dire, du paramétrage de fonctionnalité où effectivement, vous pouvez choisir, on va dire, plusieurs niveaux de signature pour votre destinataire, à savoir la signature simple, comme vous l'avez vu là dans la démonstration avec Florian, ou alors un ajout de pièces justificatives, que nous, on va appeler du simple plus, ou alors activer d'autres fonctions, on va dire, de niveau avancé, avec un procédé de vérification d'identité, mais qui se fera, comme vous avez pu le voir, à ce que vous avez vu au moment où vous visualisez le document assigné, c'est notre visionneuse PDF et capteur de consentement. Donc ça sera des ajouts de fonctionnalités liés à cette visionneuse-là. Donc oui, tout à fait, l'utilisateur, c'est-à-dire le commercial qui va générer l'envoi du workflow de signature, peut effectivement choisir, on va dire, le niveau de signature attendu. Ensuite, une autre question de François Régis. Avez-vous une belle histoire de réussite client? Nous, on en est niveau oui, puisque tu l'as dit, on a un parc client assez large. Donc, si vous voulez des références, je vous invite, on va dire, à nous. On en a quelques-unes quand même. Ensuite, Frédéric qui nous dit, exemple, mon document nécessite 3 signatures pour être accepté. Du coup, quand vous parliez des niveaux de signature, c'était peut-être, en fait, est-ce que vous pouvez faire signer à plusieurs personnes un seul et même document? Est-ce que c'était ça un peu plutôt la question ou pas du tout? Je pense que c'est ça, je ne veux pas présager de la réponse. Mais en fait, je vais m'appuyer sur cette question pour dire de toute façon, c'est Dynamics qui va gérer l'orchestration. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez rajouter, on va dire, une étape de validation en amont d'un acte de signature, même si c'est multi-signataire, oui, tout à fait, ça sans problème. D'une manière générale, en fait, y a pas, les restrictions techniques sont très élevées, mais on peut tout à fait déclarer, on va dire dans la terminologie, on peut déclarer plusieurs signataires pour un seul et même document. Là-dessus, il y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il est même possible, grâce à cette visionneuse-là, de pouvoir insérer, on va dire, au-delà, ce qu'on appelle des visuels de signature, des zones de complétion, donc avoir un acte de complétion du document en amont d'un acte de signature. Donc ça aussi, on peut le faire sans problème avec cette visionneuse-là. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Comment protéger les documents signés dans Dynamics? Il y a deux niveaux de réponse. Je pense qu'il y a une partie qui est stockée côté Docapost. Là, je laisserai Frédéric éventuellement en parler. Après, si on décide de faire revenir le document dans Dynamics, lui, il sera archivé dans votre outil de gestion documentaire.
Donc celui que je montre aujourd'hui est un outil Microsoft, ça pourrait être une autre GED. Et cet outil-là permet évidemment après d'avoir des documents qui soient cryptés, uniquement accessibles selon vos niveaux d'accès. Donc il y a 2 niveaux de réponse, encore une fois. Et je crois que Frédéric, oui, pardon. Voilà, j'allais compléter. Merci Florian. Et en fait, de toute façon, nativement, on propose une offre de coffre-fort d'archivage électronique à vocation probable, qui va permettre aussi de sécuriser et de conserver sur le long terme la durée le document, puisque en fait, la notion même de coffre-fort, elle est utile dans le sens où, à l'instant T, aujourd'hui, le 18 novembre 2015, j'ai signé mon contrat, sauf que les litiges ont lieu dans le temps. Et va falloir pouvoir ressortir le document et pouvoir prouver que c'est bien l'original et prouver que le document n'a pas été altéré durant, on va dire, ces 3, 4, 5 ans ou 10 ans de conservation devant la juridiction. Donc effectivement, nativement, il y a l'offre de coffre-fort d'archivage électronique à vocation probatoire qui répond à toutes ces attendus-là. Et comme l'a précisé tout à l'heure Morgane, avec tout un tas de certifications et d'agréments autour de cette pratique-là. Une autre question de Laurent. Donc celle-là, elle est pour toi, Florian. Le connecteur est compatible avec Dynamics 365 uniquement ou les versions inférieures aussi? Alors non, le connecteur est fait pour Dynamics 365, donc la version cloud de Dynamics. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de Docapost avec Dynamics. Simplement, on n'utilisera pas ce connecteur-là. On fera une interconnexion d'un autre type. Donc ça vous empêche pas de travailler avec votre vieux Dynamics, si je peux dire ça comme ça, qui est probablement Dynamics on-premise, j'imagine, si c'est une vieille version. Mais c'est juste que là, ça sera plutôt un travail d'interface à faire. On n'utilisera pas ce connecteur. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. On a encore quelques minutes. Écoutez, on vous propose de clôturer maintenant. S'il n'y a pas d'autres questions, là, dans le temps qu'on vous dise déjà qu'on vous remercie. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On a été très heureux de partager ce moment avec vous et cette présentation. Alors, peut-on vous contacter si on a d'autres questions? Bien évidemment, vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent a posteriori, puisque de toute façon, vous avez la possibilité, premièrement, de télécharger le support qui vous a été présenté et vous aurez également accès, donc via Webikio, au replay de ce webinaire. Donc, si vous avez surtout, n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir qu'on vous répondra. Donc, merci à tous pour cette participation et on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.